Il est toujours intéressant de revenir dans cette maison, parler de la problématique du trafic de stupéfiants, puisque au moment où l'État en France était le principal dealer public du pays, avec la Régie française de l'opium, qui était la version CEITA des stupes, au moment où dans nos territoires coloniaux, le chemin de fer de l'Indochine allait de champ de pavot en champ de pavot, c'est dans cette maison que les parlementaires, radicaux et médecins, de toutes origines et de toutes obédiences, ont décidé de mettre en cause la pratique qui visait à faire de l'argent sur le trafic des stupéfiants au nom de problématiques de santé publique et de médecine. Je vous renvoie tout ceci au Dragon domestique de feu mon collègue Christian Bachmann, qui est l'ouvrage le plus abouti, et hélas inabouti du fait de sa disparition, sur l'historique de la manière dont la problématique des stupéfiants a d'abord été considérée comme un outil naturel de développement de business et de commerce. Et pour tous ceux qui ont vu les 55 jours de Pékin, je voudrais leur rappeler qu'il s'agit d'une œuvre de pure fiction et que la première coalition internationale de l'histoire du monde entre des pays qui ne s'étaient jamais fait que la guerre avant et après a eu lieu pour imposer à l'Empire du Milieu la fin de la prohibition contre le trafic et la consommation des stupéfiants au bénéfice de l'ensemble des puissances coalisées qui allaient des États-Unis au Japon en passant par la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et quelques autres. Donc nous avons une vision aujourd'hui du problème des stupéfiants qui est une vision pénale. Il y a un peu plus de 100 ans, c'était fort heureusement une vision médicale et elle répondait à plusieurs problématiques. Un, l'addiction. Et une addiction massive sur des populations nombreuses, dont une très grande partie avait été gazée dans les tranchées en 14-18. Le préfet de police expliquait qu'il y avait 100 000 addictés aux stupéfiants à Paris en 1920 et que c'était un problème majeur qu'il faudrait traiter une bonne fois pour toutes. Et il se trouve qu'à l'époque, les stupéfiants étaient un médicament utilisé pour. Et si le Coca-Cola s'appelle Coca, c'est pas juste pour faire plaisir, c'est parce que l'essentiel de sa composition, comme le vin Mariani, qui fut son ancêtre et dont le brevet a été volé par les Américains au détriment des Français, était un produit purement stupéfiant, basé sur de la cocaïne. Alors certes, pas exactement traitée comme celle qui est vendue actuellement, mais qui avait effectivement des effets dits bénéfiques pour toute une série d'activités, notamment de haute intensité ou en altitude. Nous avons une relation donc avec les stupéfiants beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à traiter et beaucoup plus incompréhensible que celle que nous avons depuis la loi de 1970, qui a totalement modifié l'approche de la question des stupéfiants en France pour des raisons pénales, alors que jusque-là, la question médicale avait été considérée comme essentielle. Nous avons donc eu des phases de traitement de la gestion des stupéfiants. Là, je parle de la consommation, accessoirement de la production et de l'exportation, puis du trafic, qui ont amené à des modifications majeures d'approche, donc de culture. Une culture médicale, puis une culture pénale pour répondre à un ultimatum américain du président Nixon qui impliquait que nous arrêtions de submerger les États-Unis de production de très bonne qualité, mais qui posait un certain nombre de gros problèmes, ce qui explique d'ailleurs l'apparition du Narcotics Bureau, ancêtre de la DEA, à Marseille. Et donc, si vous voulez avoir une idée à peu près précise de l'évolution du temps, avec des docu-fictions qui n'avaient pas encore ce nom, eh bien, vous regardez Borsalino & Co. pour comprendre ce qu'a été Carbone et Spirito s'imposant et créant le premier kyste criminel français à Marseille, et puis la French Connection expliquant ce qu'a été l'industrialisation du trafic et l'effet imprévu, secondaire, pervers de la loi de 1970 qui, ne sachant pas faire le tri entre consommateurs, dealers et gros trafiquants, a créé, un peu comme notre code pénal d'ailleurs, une idée qu'il fallait tout réprimer de la même manière. Et donc, prison pour tout et pour tous, ça ne marche pas. Donc nous sommes dans un processus sans aucun sens, sans aucune cohérence, et où nous traitons en permanence de conséquences liées à des injonctions contradictoires qui n'ont jamais fait l'objet d'une mise à plat par le gouvernement, alors même, je tiens à le souligner, que les assemblées, et notamment l'Assemblée nationale l'année dernière, a réussi, d'une manière assez intelligente, à avoir un dialogue construit, intelligible, cohérent, sur la question de la gestion de la problématique des stupéfiants.
Le fait de savoir si on est d'accord ou pas avec les conclusions est une autre affaire. Je précise simplement que le débat a eu lieu, qu'il a abouti à une forme de mise en cohérence de la manière dont vous pouvez aborder la question et d'un certain nombre d'outils proposant de les traiter. Alors, je le précise bien, moi, je suis contre toutes les addictions, donc j'apparais plutôt comme un répressif. Mais quand une politique de prohibition donne des résultats aussi inverses à toute politique de prohibition qui a eu lieu dans l'histoire, qu'elle soit celle de l'alcool ou les autres, nous avons un souci quant à la cohérence de la politique. Une politique de prohibition, ça se traduit par une raréfaction du produit, une baisse de la qualité et une augmentation du prix. En France, nous avons exactement l'inverse. Une augmentation de la qualité, une augmentation de la quantité et une baisse des prix. Il y a quand même un sujet. Et quand une politique de prohibition aboutit à l'effet économique exactement inverse à celui recherché, c'est donc que la politique est mauvaise ou qu'elle est mal appliquée. En France, c'est les deux. La politique est mauvaise parce qu'elle est incohérente et elle est mal appliquée parce que, bien évidemment, avec le nombre de consommateurs que nous avons, le nombre de consommateurs réguliers que nous avons, le nombre de jeunes consommateurs que nous avons et le changement de la nature des produits par une augmentation massive du taux de THC dans les produits de type cannabisoïde, l'arrivée de produits de synthèse dont certains sont extraordinairement dangereux, nitazène, kétamine et autres produits de fabrication dans son arrière-cuisine ou dans son labo, la capacité désormais à avoir des relations directes du producteur au consommateur par la surmultiplication des champs de production ou des petits labos chimiques à petites zones de chalandise, le développement massif de la consommation dans des zones qui sont passées de la banlieue à l'agglo et de l'agglo à la petite ou à la moyenne ville. Tous ces éléments-là accumulés montrent que la politique, s'il y en avait une, de lutte contre les stupéfiants est un échec conceptuel, structurel et opérationnel. Donc il y a un souci générique qui nécessite de reprendre le problème depuis le début. 1, qui consomme, 2, pourquoi on consomme, 3, comment on consomme, qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre la problématique d'abord médicale, qui est paradoxalement la plus simple, par la désaddiction, y compris par des mesures fermes de désaddiction, jusqu'à la politique de lutte contre les grands trafiquants, et notamment sur un certain nombre d'espaces qui nous sont proches et qui sont des paradis fiscaux ou des blanchisseuses bien connues des produits stupéfiants, y compris des endroits où on retrouve beaucoup d'influenceurs.